Oui, bonjour à tous. Alors, je suis très heureux d'être ici et d'avoir l'occasion de parler un peu de nos recherches. Alors, comme a dit Jean-Paul, je ne suis pas de langue maternelle française. Je suis suisse. En Suisse, on parle une langue qui s'appelle français fédéral. Alors, j'espère bien que quand même vous compreniez un peu de ce que je vais raconter. Alors, j'aimerais bien je ne vais pas parler que de nos propres recherches, mais je vais inclure les connaissances de la communauté roboticienne mondiale. Et voici seulement quelques noms qui ont influencé notre manière de réfléchir sur ces choses. Alors, merci à eux de leurs idées. Alors, le but, c'est de parler un peu de ce concept de l'embodiment ou l'intelligence incorporée. Ça me servira un peu de fil conducteur. Et j'aimerais aussi montrer qu'on peut toujours voir les choses d'une manière différente. Et j'aimerais aussi créer un mindset pour la conception qui est très différent du mindset traditionnel. Alors, terminologie, on en a déjà parlé, je peux continuer ici. Alors, le plan de la présentation. J'aimerais d'abord parler des principes de conception et des 4 messages de l'intelligence incorporée. Pourquoi 4 messages? Je ne connais pas bien la situation ici à Paris, mais nos étudiants à Zurich, le nombre maximum de choses qu'ils peuvent retenir, c'est 4. Alors, j'ai essayé de comprimer toute la théorie en 4 messages. Alors, pour, au début, créer une atmosphère de l'intelligence incorporée, j'ai quelques exemples. Qui connaît le système Lego Mindstorms? Lego Mindstorms, c'est connu? Bien, un peu, oui. Alors, on a les petites pièces en plastique, et puis il y a un brique programmable, on peut ajouter des capteurs, des moteurs, et puis on peut faire de jolies choses. Alors, maintenant, je vais vous montrer 3 robots, ou bien créatures, je ne sais pas. Et quand on observe le comportement d'un système, soit biologique, soit artificiel, il se pose immédiatement la question des mécanismes sous-jacents qui engendrent le comportement de ce système. Alors, quel est le contrôle de ce système? Alors, voici le premier. Il est appelé Crazy Bird, l'oiseau fou. Voilà. OK. Alors, maintenant, la question du contrôle. Alors, vous avez vu que les comportements des 3 créatures sont complètement différents, mais le contrôle, alors, vous avez là en bas, à droite, c'est le contrôle. Et c'est le même contrôle pour tous les 3 robots, c'est-à-dire les roues tournant à vitesse constante. Alors, comment c'est possible? Alors, le contrôle est le même pour les 3, mais le comportement est complètement différent. Alors, la diversité des comportements, alors la raison ne peut pas être la diversité du contrôle, parce que ça fait toujours la même chose, mais ça doit être quelque chose de différent. Alors, évidemment, si nous prenons par exemple le Crazy Bird, l'oiseau fou, il a fait pas seulement une chose, mais il a fait plusieurs choses, avec le contrôle, les roues tournant à vitesse constante. Alors, comment ça se fait? Si on regarde les pieds ici, il y a une pièce d'un côté c'est du caoutchouc et de l'autre côté c'est le plastique. Et ils sont, disons, des pattes ballantes, alors c'est comme ça. Et si le robot fait ça, il y a une composante aléatoire. Et puis si d'un côté le caoutchouc et de l'autre côté le plastique touchent le sol, à cause de la différence en friction, il tourne autour de son axe.
Alors, pour comprendre le comportement de ces robots, il ne faut pas seulement comprendre le contrôle, mais il faut comprendre comme le contrôle est intégré dans le système physique. Comme le contrôle est intégré dans le système physique, il faut comprendre les matériaux et il faut comprendre l'environnement. Autrement, seulement en observant le contrôle ou le cerveau, le système biologique du cerveau, on ne peut rien dire ce que les circuits qu'on identifie, leur importance pour le comportement. Alors ça m'amène déjà... Ah oui, alors on dit aussi, j'ai oublié, on dit aussi que le comportement des robots est émergent. Parce que ce n'est pas programmé dans le système. Alors le contrôle, c'est seulement les roues qui tournent, mais le comportement est quelque chose de différent. Alors ça, c'est émergent du contrôle du corps, des matériaux et de l'environnement. Alors ça m'amène déjà au message 1 de l'intelligence incorporée, c'est l'intégration physique. Alors comme j'ai dit, il ne suffit pas d'étudier le cerveau ou le contrôle, il faut aussi comprendre l'intégration du cerveau dans l'organisme, les propriétés morphologiques et matérielles et l'environnement. Alors, que ce soit clair, alors, Barack Obama, il commence toujours ses conférences en disant « Let me be clear ». Alors, que ce soit clair, le cerveau est important, mais c'est qu'une partie de l'histoire. Et j'aimerais parler un peu de l'autre partie de l'histoire, parce que tout le monde est d'accord que le cerveau est important, mais on s'occupe en général pas tellement du corps. Alors, le point de départ, je vais parler un peu de l'intelligence artificielle, parce que je viens de l'intelligence artificielle. Alors là, on a 3 buts. Le premier, c'est comprendre les systèmes biologiques. Le deuxième, en tant que roboticien et chercheur en intelligence artificielle, on ne s'intéresse pas seulement aux systèmes biologiques, mais on veut construire des systèmes artificiels. Alors, il faut énoncer les principes de conception et la théorie, et afin qu'on puisse développer des applications pratiques. Ici, voici par exemple un robot, j'aime bien, il a été développé au Corée du Sud pour enseigner l'anglais aux enfants. OK, on peut en discuter plus tard. La méthode qu'on applique, c'est la méthode synthétique. C'est une méthode extrêmement puissante. Alors, le slogan, c'est de construire pour comprendre. C'est un peu comme a déjà suggéré Jean-Paul. Alors, on a d'un côté la science, d'autre côté l'ingénierie. Et avec cette méthodologie, on veut joindre les deux pour créer des synergies. Et on ne veut pas seulement copier. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a un comportement d'un système qui nous intéresse. Par exemple, comment nous marchons, comment nous reconnaissons un visage dans une foule, ou bien comment les fourmis retrouvent leur nid. Et puis, on construit un système qui imite ce comportement. Et on a, disons, un nouveau paradigme scientifique qui est au-delà de la science classique. Alors, la science classique, c'est surtout la science analytique. On prend un système dans la nature, on essaie de comprendre le système. Mais ici, on peut aussi construire des systèmes. Et ça donne une qualité nouvelle. Et on peut créer des synergies entre science et ingénierie. Et parce que nous sommes intéressés, nous nous intéressons à l'intelligence incorporée, on aime construire des robots, ou bien des simulations des robots, et on a construit des robots dans notre laboratoire. Robot, et encore robot, et robot. OK, alors, il y a
deux conceptions de l'intelligence fondamentale. La conception classique, tout le monde croit que c'est comme ça. Hein? Alors la cognition comme le calcul numérique, et l'autre c'est l'intelligence incorporée. J'y reviendrai tout de suite. Alors, d'abord, l'approche classique. Alors, il y a des succès et des échecs. Quand vous utilisez un moteur de recherche, par exemple, comme Google, vous utilisez des algorithmes qui ont leur origine dans cette perspective classique. Par exemple, de l'apprentissage, de la recherche heuristique, etc. Et échec, c'est un peu le même mot ici, hein, non? Échec et échec. Alors, échec, je crois que c'était en 1997 à New York, quand l'ordinateur Deep Blue de la société IBM a gagné contre le champion du monde à l'époque qui était Garry Kasparov. Oui, alors ça, c'était vraiment un très grand succès de cette approche. Et aussi fabrication automatisée, je pense que c'est vraiment un succès énorme. Côté d'échec, on n'a pas bien compris, en utilisant cette approche, on n'a pas bien compris, et on n'a pas eu de contribution importante à la compréhension des fondations, des fondements du comportement, des comportements naturels et l'interaction avec l'environnement. Alors on peut résumer un peu, à gauche on a les systèmes artificiels ou contrôlés, et à droite le monde réel. Le monde réel, je vais en parler plus après. Alors quel est le problème? Le problème est qu'il y a l'approche numérique, disons, c'est une conception complètement inappropriée de l'intelligence, comme entrée, calcul, sortie. Alors c'est la métaphore de l'ordinateur qu'on utilise beaucoup. Nous utilisons toujours des métaphores de technologie pour comprendre nous-mêmes, et une négligence de l'interaction avec l'environnement. Alors quoi faire? Une possibilité, c'est considérer l'intelligence incorporée et la robotique souple, et j'y reviendrai plus tard dans la conférence. Alors, maintenant, l'intelligence incorporée. L'intelligence, dans cette perspective, l'intelligence est émergente du mouvement, de la locomotion et de la manipulation. Et il se pose la question, qu'est-ce que nous faisons maintenant? On fait quelque chose de complètement différent. Avant, on s'est occupé de l'apprentissage, de l'échec, de résolution de problèmes abstraits. Et maintenant, on fait le mouvement, locomotion, manipulation. C'est quelque chose de complètement différent, mais il y a un lien, et c'est le titre de la conférence, hein, il y a un lien très direct entre les deux. J'aimerais en parler un peu. Il y a une citation de Louis Wolpert, un biologiste anglais, et il a demandé la question « Why do plants not have brains ?» Alors, je pense que c'est une question très intéressante, et il dit The answer is actually quite simple, they don't have to move. Alors, ce qui est joli, ça nous donne une perspective de l'évolution, parce que au cours de l'évolution biologique, on avait une évolution du cerveau, du système neuronal, et on avait ce qu'on appelle maintenant la pensée, la cognition, le raisonnement a évolué toujours comme dans un organisme entier qui a interagi avec l'environnement et qui devait survivre et se reproduire dans cet environnement. Alors, il y a toujours la perspective de l'organisme entier qui interagit avec l'environnement. Et la pression, disons, sélectionniste sur l'évolution du cerveau, c'était la nécessité de bouger, de se déplacer et de s'orienter dans l'espace. OK, alors, retour aux 4 messages.
message 2, c'est de comprendre, il faut comprendre les différences des environnements réels et artificiels. Les environnements artificiels, c'est peut-être, par exemple, les environnements manufacturiers, industriels. Et réels, c'est un centre commercial, une école, un parc d'attractions, un environnement domestique où l'environnement change très vite et on comprend que les exigences de conception pour des systèmes qui fonctionnent dans de tels environnements soient complètement différentes. Alors, si nous prenons les robots industriels ou manufacturiers, on a les principes, les environnements sont prévisibles, on peut programmer tout parce qu'on connaît ce qui se passe, on a des moteurs puissants et précis, contrôle centralisé, et on peut utiliser des principes d'optimisation. Et ça marche très, très bien dans ce genre d'environnement. Par contre, si on prend les systèmes naturels, c'est souple, ils sont souples, c'est pas précis, c'est toujours, comment dit-on, clopin-clopant, un peu comme ça. Hein. Et alors, quand même, le fonctionnement est d'une manière très efficace. Et le contrôle, par contre, dans les robots manufacturiers, le contrôle est complètement centralisé. Et ici, dans les systèmes biologiques, le contrôle est décentralisé. Je vais en parler plus tard. Mais nous sommes des systèmes réactifs, alors après la conférence, vous pensez peut-être à prendre un verre quelque part, alors vous sortez ici, dans les rues de Paris, et vous ne pouvez pas, à ce moment, planifier les pas exacts que vous allez faire. Oui, c'est ridicule, ça serait ridicule, mais vous y allez et puis vous réagissez selon la situation. Il semble que, et on n'a pas peur de ça, mais il y a une grande incertitude parce que vous ne savez pas ce que vous verrez là et les pas que vous allez faire. Il y a une grande incertitude, mais pour nous, l'évolution nous a équipés de la capacité de réagir d'une manière très vite. Et on comprend maintenant qu'on ne peut pas transférer les méthodes qui marchent bien dans un environnement contrôlé dans l'environnement réel, disons. Alors, il faut comprendre que les gens qui ont commencé ce genre d'entreprise, c'est-à-dire de construire des robots humanoïdes qui fonctionnent dans les mêmes espaces que les êtres humains, étaient de formation ingénierie contrôle. Et l'ingénierie contrôle marche bien dans les environnements contrôlés, mais ça ne marche pas très bien dans les environnements non contrôlés ou réels. Et je vais montrer, ça c'est de la marche naturelle. C'est ce qui se passe si on prend les méthodes et on les met sur les robots. Alors ça, c'est la marche naturelle. Si on prend les méthodes traditionnelles et on les met sur un robot, ça c'est le semi-curieux. C'est chouette, mais c'est pas une marche très naturelle. Hein? C'est pas très naturel, hein? C'est un peu comme ça. Hein? C'est pas très naturel. Et ce n'était pas le but ici, mais quand même. Alors, on ne peut pas seulement prendre les méthodes et les transférer sur de tels robots. Par contre, le marcheur dynamique passif, alors, ça, c'est un robot. Il n'a pas de capteur, il n'a pas de moteur, il n'a pas de processeur. C'est une structure complètement passive. Mais, alors ça, c'est un plan incliné. Je vais le jouer encore une fois. Même, c'est une construction très bizarre. Alors, vous voyez là, c'est vraiment bizarre. Alors, les bras sont attachés aux hanches et les pieds sont vraiment larges. Et tout ça, mais il y a un sens, disons, naturel
du mouvement. C'est plus naturel hein, que le saunier. Alors là, la raison peut-être est qu'il y a le mouvement passif. Alors, si on prend la marche humaine, Jean-Paul a parlé de la marche humaine, il n'a pas parlé tellement de la dynamique. Moi, je vais parler de la dynamique. Alors, en marchant, si on prend, j'ai le poids sur ma jambe gauche et la jambe droite est ici, elle doit avancer comme ça en marchant. Oui. Et ce que fait le cerveau, ce n'est pas de contrôler en détail la trajectoire du genou, de l'articulation, mais il contrôle la posture et puis la jambe devient un pendule. Et nous laissons la force de gravité travailler pour nous. Hein. La pendule avance comme ça. Alors ça, c'est la manière passive et le jargon est exploitation de la dynamique passive. Alors nous exploitons la dynamique passive comme le marcheur dynamique passif et on dit parce que le marcheur dynamique passif n'a pas de capteur, n'a pas de processeur, on parle de l'autostabilisation. Et une manière d'y réfléchir, c'est le schéma ici. Alors, il y a le contrôleur, système mécanique, sensoriel et environnement. Et parce qu'il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de système ici, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas ça, il n'y a que ça. Et ce qui est important ici, c'est alors le mouvement, c'est l'influence. Nous influençons quand nous bougeons, nous influençons l'environnement, mais cette flèche ici est aussi importante. Ce sont les retours mécaniques, feedback, mechanical feedback, les retours mécaniques. Et le fait que le marcheur dynamique passif n'a pas de capteur et il n'en s'aperçoit pas, il n'en sait rien hein, de ces retours mécaniques, ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent. Alors, si vous regardez les équations, on les voit et ils sont responsables pour la stabilisation du système. OK. Alors, petite question un peu provocatrice. Où est la mémoire de la marche? Où est-ce que cette capacité de marcher est entreposée dans le système? Oui, alors, il n'y a pas de processeur, on ne peut pas dire ici, ici, ici. Alors, c'est distribué à travers du système entier. Alors, dans la distribution du poids, la forme des pieds et la forme des membres, etc. Alors, ça nous donne déjà une idée complètement différente de ce que c'est la mémoire. Hein. On pense toujours que c'est localisé dans le cerveau, quelque part. Oui. Alors, j'aime bien le marcheur dynamique passif, mais il y a un grand problème. Et la niche écologique dans laquelle il fonctionne est extrêmement étroite. Ce sont seulement des plans inclinés à un certain angle. On change l'angle un petit peu, ça ne fonctionne plus. Hein. Alors, il y a des gens qui ont découvert ça aussi. Et par exemple, Martin Wisse à l'université de Delft, il a pris un marcheur passif et il a ajouté un réflexe très simple. Il a ajouté un capteur de contact au pied et quand le capteur est activé, il avance l'autre jambe à l'aide des actionneurs pneumatiques, des muscles pneumatiques. Et si on fait ça, parce que la dynamique passive est déjà en place, avec très peu d'informations sensorielles, seulement les capteurs de contact, ça marche pas mal. Hein. C'est pas parfait. Hein. C'est pas parfait, mais ça marche pas mal. Alors, un peu d'informations sensorielles, mais c'est vraiment très peu. Et ça c'est aussi du point de vue énergie, il y a très peu d'actionnement.
le groupe de Andy Ruin à l'Université de Cornell a poussé ce concept de l'exploitation de la dynamique passive et a construit le robot Ranger. Et c'est une construction, oui, bizarre. Oui, il semble qu'il y a pas mal de constructions bizarres ici, mais ils ont poussé cette idée et ils ont parvenu à construire un robot qui peut marcher 65 km avec une seule pile, une seule batterie. 65 km. Alors avant, personne n'aurait pensé que ce soit possible. Mais si on commence à réfléchir sur un problème connu d'une manière différente, on peut trouver des solutions qui sont parfois étonnantes. Voilà. Merci. Alors, on s'amuse bien. OK. Alors, ça nous amène déjà à message 3, distribution des tâches. Alors, il y a une distribution des tâches. On a vu que dans le marcheur passif, le contrôle est complètement distribué dans le système. Il y a une distribution des tâches entre le cerveau, le contrôle, le corps, la morphologie, les matériaux et l'environnement. On a aussi vu ça dans le cas du Crazy Bird, de l'oiseau fou. Et ce qui se passe maintenant, il n'y a plus une séparation stricte entre contrôle et matériel. Alors, parce qu'une partie du contrôle est maintenant compris dans la morphologie, dans la forme et les matériaux. Par exemple, pour vous donner un autre exemple, alors j'ai le pointeur ici, et normalement, je saisis le pointeur comme ça. Je pourrais aussi le saisir comme ça, oui, mais je ne fais pas parce que ça nécessite plus d'énergie. Et puis, si j'ai mon bras dans cette position et je relaxe le contrôle, il retourne dans la position naturelle, mais pas parce qu'il y a le contrôle du cerveau, mais à cause des propriétés intrinsèques du système tendon musculaire. Alors, c'est le cerveau fait, oui, une délégation du contrôle au corps et aux propriétés des matériaux. Alors, on parle aussi du calcul morphologique, parce que maintenant, une partie du contrôle est dans le corps et les matériaux. Et on a pris cette idée, à base de cette idée, on a construit un robot, le robot dansant Stumpy. Et ici, il y a aussi une distribution de tâches. C'est un robot très stupide, très simple, il n'y a que 2 articulations. Une articulation, il peut faire comme ça et comme ça. Alors, il y a 2 articulations. On peut manipuler l'amplitude, la fréquence et la phase entre les deux. Et en faisant ça, on parvient à une vingtaine de comportements complètement différents, avec seulement 2 articulations. Et puis, il y a au pied, il y a des ressorts pour donner des caractéristiques un peu élastiques. Alors, on a construit une douzaine ou 15 de ces robots et on a fait une chorégraphie. Ça marche très bien comme ça. Alors ça, c'est le calcul morphologique. On exploite la dynamique passive du système. Alors,
quelques-uns d'entre vous ont assisté à la conférence de François Pirot qui a parlé des robots parallèles. Et là, oui, en robotique en général, on a le problème des singularités. Et c'est un problème très difficile. Et ici, avec ce robot-là, ce robot parallèle-là, il avait un problème au niveau numérique. Ils avaient un problème avec les singularités. Et c'était évidemment, comme a dit François Pirot, un problème très difficile au niveau numérique. Mais ce qu'ils ont fait, c'est vraiment astucieux. Ils ont, au lieu de travailler au niveau numérique, ils ont modifié la morphologie du système de la rotation en translation. Et en faisant ça, ils ont résolu d'emblée les problèmes des singularités. Alors ça, c'est vraiment, je pense, un très joli exemple du calcul morphologique. Et ça montre aussi que ce concept ne s'applique pas seulement au système biologique, mais au système en général, au système. Alors il y a un autre exemple que j'aimerais vous montrer, c'est le robot grenouille qui a été construit à l'Université de Tokyo. C'est à base des actionneurs pneumatiques. Et maintenant, au ralenti, alors voyez l'oscillation diminuée. Ici, cette oscillation diminuée n'est pas contrôlée. C'est seulement parce qu'on a les actionneurs pneumatiques qui ont une certaine élasticité et la construction de ce système avec les genoux et les jambes. Alors, vous connaissez le concept des actionneurs pneumatiques, oui? Alors, ce sont des tubes en caoutchouc, et puis s'il y a une soupape, on applique de l'air comprimé et il y a une contraction. Alors, je pense vraiment qu'il faut reconsidérer, repenser le concept du contrôle. C'est surtout c'est pas un contrôle, parce que le terme contrôle suggère qu'il y a une séparation entre le contrôle et le système qui est contrôlé. Mais c'est comment on dit, entrelacé. Hein, il y a une partie du contrôle, ce qu'on appelle contrôle, est compris dans le matériel. Alors, il vaudrait mieux peut-être de parler de l'orchestration des mouvements. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai parlé surtout des robots assez, disons, non intelligents. Et pour augmenter le niveau d'intelligence d'un robot, on peut faire, ce qui est évident, on peut ajouter des capteurs. Alors ça, ce que fait tout le monde, capteurs de vision, pression et tout ça, ou bien capteurs proprioceptifs pour les forces, les angles vestibulaires, etc. Ce qui est important ici est que chaque action a une conséquence en termes de stimulation sensorielle. Par exemple, quand nous marchons, l'environnement se déplace à travers du champ visuel. Et c'est parce que nous marchons. Alors, notre activité, notre action dans l'environnement, notre action physique dans l'environnement engendre des stimulations sensorielles. Alors ça, c'est très important à comprendre. Ou bien, j'ai pas de verre. Oui, j'ai un verre ici. J'aurais besoin de... C'est pas un verre, c'est un truc, ça. Alors, j'ai besoin d'un objet dur. J'ai besoin d'un objet dur. Mais j'ai pas. Alors, imaginez que c'est dur, hein, même si c'est pas. Hein. Alors, si je saisis le verre, non, ça va. On peut imaginer que c'est un verre. Hein. Alors, si je saisis le verre, en saisissant le verre, c'est une interaction physique avec l'environnement, mais j'induis, je crée de la stimulation sensorielle dans le système tactile, dans les mains. Je peux le ressentir et je le vois, et j'ai le système proprioceptif, j'ai une idée du poids de l'objet, comme ça. Alors,
toujours quand on a une interaction physique avec l'environnement, on a une conséquence en termes de stimulation sensorielle. C'est extrêmement important, c'est vraiment le message, un des messages les plus importants de l'intelligence incorporée. Alors, l'interaction physique avec l'environnement, c'est déjà le dernier message. Avec l'environnement, on a une génération de stimulation sensorielle. Et c'est, dans un certain sens, le matériau brut pour la gestion par le cerveau et pour l'apprentissage, pour apprendre quelque chose sur l'environnement. Ce qui est aussi important qu'en interagissant avec l'environnement, on a une création on crée des corrélations dans des différentes modalités sensorielles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai la modalité visuelle et j'ai la modalité, disons, tactile et proprioceptive. Je peux apprendre qu'en voyant le verre, quand je vois le verre, j'ai déjà une idée qu'est-ce que je ressentirai quand je saisis le verre. Oui, on a toujours des attentes comme ça. Normalement, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est extrêmement important pour le contrôle moteur, du système moteur, parce que ça nous donne cette stimulation sensorielle anticipée nous donne de l'information en ce qui concerne la réussite de l'action. Alors j'ai une action et c'est confirmé par la stimulation sensorielle attendue. Voilà. C'est pas, oui, alors l'essentiel, c'est il y a je parle de l'autostructurisation des données sensorielles par l'interaction physique, parce que c'est nous-mêmes qui effectuent, c'est le résultat de nos actions qu'il y a cette autostructuration, cette induction de corrélation dans des différentes modalités sensorielles. C'est parce que nous agissons. Alors, c'est une différence fondamentale entre un ordinateur et un agent physique dans l'environnement, parce que nous avons toujours les actions, et les actions ont des conséquences en termes de stimulation sensorielle. Et ce sont des processus physiques, pas numériques. C'est vraiment physique. Et vous voyez maintenant l'interaction avec les processus physiques de l'interaction et les processus, disons, numérique ou gestion du cerveau. Ce n'est pas quelque chose de très, très nouveau. C'est déjà des idées pareilles ont été développées par John Dewey. Alors ça, ce n'est pas un typo, hein, ça c'est vraiment 1896. Alors c'est le siècle avant-dernier siècle. Bon, alors je continue ici, c'est hommage à John Dewey. J'aime bien John Dewey, évidemment. Alors, comment étudier ces processus? Et nous avons besoin d'un outil de recherche. Alors, on a développé, dans le cadre d'un projet européen, on a développé le robot, le super souple Etche. Et c'est aussi pour faire le transfert. J'aimerais parler un peu de la robotique souple parce que là, le concept du calcul morphologique est extrêmement important. Et on a développé cette plateforme, le robot Etche. Évidemment, ça veut dire, c'est un acronyme pour Embodied Cognition in a Compliantly Engineered Robot. Et c'est un robot qui est complètement actionné par tendons. Alors, normalement, les robots, même le PRHRP2, il y a les moteurs dans les articulations, mais les systèmes biologiques, ils n'ont pas des moteurs. Nous n'avons pas des moteurs dans les articulations, mais on a des muscles, des tendons qui sont tirés sur les
les articulations. Alors ça, ce robot, il y a environ 45 ou 50 degrés de liberté, alors de muscles. Et il a voyagé, il aime bien voyager, il a voyagé beaucoup en Chine, aux Indes, même en Suisse, mais pas tout le monde est extrêmement enchanté par ces robots. Si vous regardez ce gamin-là, enfin, ce qu'il dit. Ouais, et ça, Hanover Industrial Fair, tout ça, et ça, il serre la main avec la précédente présidente suisse. Alors, la présidente suisse n'a aucune importance, mais quand même, c'est bon te dire qu'elle serre la main au robot à Singapour et aux États-Unis. Bon, et pour vous donner une idée du mouvement, j'ai une vidéo ici. Alors, ce qui est important est de comprendre quand on a un système avec un grand nombre de degrés de liberté, de muscles, un mouvement comme ça, si je lève le bras comme ça, ça nécessite la coordination de plusieurs muscles qu'il faut actionner. Et pour nous, c'est complètement naturel. Nous avons appris à faire ça, mais dans le robot, on ne sait pas lesquels. On ne sait pas lesquels. Alors il faut dire alors cet moteur comme ça, c'est presque impossible. Mais on peut. Ça, c'est les mouvements. Ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque mouvement a une propagation. Alors tout l'organisme se bouge. Et maintenant, on a aussi la transition, la transformation d'actif en passif, qui est très facile à effectuer avec le système tendon musculaire. Ouais, alors. Et il y a un problème très connu, très fameux, c'est le problème de Bernstein. Alors, si on a un système très complexe, un nombre important de degrés de liberté, redondants, et des systèmes souples, comment contrôler ou comment faire l'orchestration. C'est le problème, c'est appelé le problème de Bernstein. Et je crois vraiment qu'on a une sorte de barrière de complexité. On ne peut plus programmer ce système d'une manière directe. Alors il faut des solutions automatisées d'optimisation, et il y a deux solutions, ou mais deux approches qui sont très puissantes. C'est l'approche appelée développementale et évolutionnaire. Alors, voilà les deux approches. Et l'approche développementale, c'est... alors, il y a l'observation de Bernstein. Alors, les bébés, ce qu'ils font, ils font ce qu'on appelle un babillage moteur. Alors, ils explorent le corps, comme ça, ils font des mouvements comme ça. Et parce que nous avons le principe, le message 4 de l'intelligence incorporée, que chaque action a une conséquence en termes de stimulation sensorielle, le bébé peut ressentir les conséquences de ces actions et utiliser ces informations pour construire un modèle du corps. Et on peut aussi appliquer cette méthodologie aux robots, en particulier aux robots d'une complexité importante. Alors, ça c'est le babillage moteur, et j'aimerais vous montrer en simulation. On n'est pas arrivé à... On n'est pas encore parvenu à faire ça sur le robot physique, mais en simulation. Ici, elle a une simulation qui a aussi été développée dans le cadre de ce projet ECHE. Et c'est apprentissage par renforcement. Alors, le but ici, c'est de toucher la bouteille bleue. Et ça, c'est à droite, c'est après quelques minutes d'apprentissage. Et ce qui est joli ici,
ce qui est joli ici est que le robot, pour toucher la bouteille, il doit étendre le bras. Il y a une compensation de l'autre bras qui n'est pas programmée. C'est émergent du système. Et c'est pour ça que nous croyons que c'est vraiment une approche pour gérer les systèmes d'une haute complexité. Maintenant, j'ai plus beaucoup de temps, alors je vais le faire très vite. L'autre approche qui est extrêmement puissante, c'est la robotique évolutionnaire. Et ce qu'on fait normalement en robotique évolutionnaire, c'est on a un robot donné et on évolue le contrôle. Souvent, c'est un réseau de neurones. Mais comme nous nous intéressons à l'intelligence incorporée, nous avons besoin de processus de coévolution de morphologie au contrôle. Si vous prenez l'évolution biologique, il y a toujours l'évolution du cerveau, pas l'évolution du cerveau ici et puis l'évolution du corps ici, mais il y a toujours un organisme entier. Hein. Vous vous souvenez de la citation de Lewis Wolpert, Why do plants not have brains? C'est la même chose, il y a toujours un organisme entier qui interagit avec l'environnement. Vous connaissez peut-être. Alors, nous avons besoin de cette coévolution de morphologie et contrôle. Vous connaissez peut-être un peu les travaux de Carl Sims, les créatures, et puis le projet Golem au début des années 2000. Mais ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est quelque chose qui me semble plus intéressant. C'est une approche basée à base des réseaux génétiques régulateurs. Et l'idée est la suivante. Alors, vous avez un processus d'évolution, et dans ce processus, vous avez intégré un processus de développement de l'individu. Alors, vous avez génotype et phénotype. Et il faut une transformation du génotype au phénotype, et la sélection s'effectue sur le phénotype. Et ce qu'a fait Josh Pongard, c'est qu'il a développé un modèle simple de ces réseaux régulateurs, génétiques régulateurs, pour effectuer la transformation du génotype au phénotype. Alors ça, c'est un peu comme ça, c'est le développement ontogénétique. Et puis, je vais seulement vous montrer une vidéo. Il appelle son système Artificial Ontogeny. Et c'est seulement pour vous donner une impression de la puissance de cette approche. Alors, ce qu'on a dit au système ici est seulement de déplacer le cube ici. Et c'est la fonction pour optimiser, maximiser le déplacement du cube. System for automatically evolving virtual robots or agents in a three-dimensional physics-based simulation for various user-defined tasks. In our first set of experiments, we evolved agents to push a large block in their environment as far as possible during a fixed time period. Here we see an agent growing from a single starting sphere into a set of connected spheres. These spheres are loosely modeled on biological cells, but also serve as the basic mechanical unit from which the agent is constructed. Each unit contains a complete copy of the genetic information shaping the growth of the agent, as well as sensors, motors, and neural structure. As these units grow and divide, so too does the neural structure grow inside the developing body. The agent shown here was extracted from one evolutionary run after 2 hours. At this point, artificial ontogeny has discovered how to grow the brain and body of the agent together to achieve an inchworm method of locomotion. This agent is a descendant of the previous one and appeared in the evolving population after a further 2 hours had elapsed. Here, evolution has discovered that increased mass allows the agent to exert more force against the block. Also, the inchworm method of locomotion has been modified to create a long appendage that pushes against the block. White units contain both sensors and motors. Light gray units contain only sensors. The dark gray units contain only motors,
and the black units are empty and only provide structural support. The combination of different types of units within a single agent indicates that cell differentiation has occurred. A genetic algorithm based on genetic regulatory networks was designed to first grow and then evaluate each agent from among a population of potential solutions. This agent was taken from a separate evolutionary run. In this run, artificial ontogeny discovers that pushing against the block with 2 points of contact instead of one is a much better strategy. The appendages support one another by lying across each other. These 3 agents, taken together, demonstrate that genetic regulatory networks can be used to design all aspects of an autonomous agent, including the body shape and size, the material from which the agent is constructed, the numbers and distribution of sensors and motors, and the construction of neural structure, which is distributed across the agent's body. The genetic regulatory networks are necessary because they allow evolution to grow, but also to modify different parts of the agent's body at the same time. Thus, changes to one component do not disrupt the other components. OK, alors c'était seulement pour vous donner une impression de la puissance de ces systèmes. Maintenant, tournons aux robotiques souples. Alors je vais parler un peu du futur. Alors, la robotique souple, qu'est-ce que c'est? J'appelle ça la robotique souple ou le pouvoir du matériel. Alors, souple, ça veut dire littéralement toucher, alors la peau, le tissu, les muscles, les tendons, mais aussi mouvement souple, naturel, pas comme le Sonic Curio, et interaction et émotion. Et si jamais les robots commencent à partager l'espace dans lequel ils fonctionnent, la sécurité devient extrêmement importante. Et pour ça, il faut la robotique souple et la puissance des matériaux. Une première illustration, alors si vous savez pourquoi, pour ça j'ai besoin d'un verre. Alors si on a un objet dur comme un verre, on peut appliquer une certaine force et il ne faut pas avoir connaissance de la forme exacte, seulement appliquer une certaine force et les doigts vont s'adapter à la forme d'une manière passive à la forme de l'objet. En plus, parce que les matériaux, la tissu au poids des dents est souple, elle aussi s'adapte à la forme de l'objet et ça rend, alors ça, il est très simple de parvenir à une saisie stable comme ça. Et on exploite la morphologie et les matériaux de nouveau pour le contrôle. Évidemment, ces gens-là, ils ne s'en aperçoivent pas, mais ils exploitent. Nous le faisons toujours. On a aussi développé un robot poisson, Wanda. Il a un seul degré de liberté. Il peut seulement faire une oscillation du nageoire de la queue. Et avec les matériaux idoines, ça nous donne un déplacement extrêmement naturel. Alors ça, c'est vraiment c'est trivial. On travaille aussi sur le développement d'un bras de poulpe ou d'un poulpe. Et ce qui est intéressant avec le poulpe, c'est la dextérité des bras du poulpe. Alors si on avait la possibilité d'exploiter cette dextérité pour des tâches de manipulation manufacturier, par exemple, on pourrait augmenter le niveau d'automation. Et puis seulement, ce qui est intéressant ici aussi, on a un système avec un nombre infini de degrés de liberté, parce que c'est un système continu. Alors, si on veut contrôler un tel système, il faut réfléchir d'une manière différente, en termes, par exemple, de paramètres globaux de tension du système. Alors, ici, j'ai encore, oui. Alors, en bas à droite, on a saisir une boîte.
Alors, il y a beaucoup de possibilités de recherche. Alors, le dernier exemple que j'aimerais vous montrer, c'est le préhenseur ballon café. Je ne savais pas exactement comment nommer le système. Alors, si vous allez au supermarché et vous achetez du café moulu, normalement, le sac sera extrêmement dur, très dur, et c'est à cause du vide. Oui. Et si vous ouvrez le sac, ça devient très souple. Alors, ce qu'ils ont fait ici, ils ont pris un ballon et ils l'ont rempli de café moulu. Et ils ont développé un système pour appliquer un vide, une pompe à vide. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils mènent le préhenseur sur l'objet. Et comme le ballon est souple, il s'adapte d'une manière passive à la forme de l'objet et maintenant, ils appliquent le vide et la structure durcit, mais ne change pas de forme et ça donne une saisie très stable de l'objet et ça marche pour toute forme d'objet. Seulement, très vite, une vidéo. C'est toujours le même contrôle. Alors, une grande variation d'objets, saisir une grande variation d'objets à base du même contrôle. Oui, maintenant, l'œuf, comment ça s'appelle? L'œuf cru. C'est toujours le benchmark. Hein? Et c'est seulement pour vous démontrer que c'est vraiment un œuf cru. Voilà. OK. Alors, ça, c'est la puissance des matériaux. Et alors, j'ai encore 2 minutes, ça va? Alors, quel est l'apport pour l'industrie? Alors, les Suisses, ils aiment bien les chocolats. Et si vous voyez ici, il y a une grande variation de formes. Alors, ce qu'on avait avant, vous vous souvenez, c'était un environnement prévisible quand il y a une variation de forme très grande, comme avec l'industrie alimentaire, on a un niveau de prédiction diminué. Alors, il faut avoir des mécanismes adaptifs. Ici, c'est une usine de Foxconn en Chine. Alors, Foxconn produit l'iPhone et l'iPad pour Apple en Chine. Alors, on a une délocalisation en Chine. Et la question se pose, pourquoi est-il meilleur marché d'avoir une délocalisation de la production en Chine et pourquoi les méthodes manufacturières qu'on connaît, d'automatisation manufacturière qu'on connaît, sont pas capables de ce niveau de manipulation. Et moi, je crois vraiment que la robotique souple est à la base au moins de certaines de ces capacités de manipulation. Et la prochaine révolution industrielle sera, je crois, une combinaison de méthodes, les robots souples et d'autres technologies, par exemple les robots parallèles. Alors j'ai mis comme ça François Pirot qui fait les robots parallèles et la robotique souple, et Makoto Kaneko de l'Osaka University, il dit toujours, naturellement, on peut imiter l'humain en manipulation des objets ou des tâches d'assemblage, mais on peut aller au-delà de l'humain et être beaucoup plus vite, comme nous avons vu dans la conférence de François Pirot. Oui, alors, message à retenir. Pour la robotique souple, il y a un concept central qui est l'intelligence incorporée. Si on veut comprendre la robotique souple et construire des robots souples, il faut vraiment comprendre les 4 messages de l'intelligence incorporée. Message 1, intégration physique, où il faut comprendre le cerveau et la morphologie, les matériaux et l'intégration.
il faut comprendre les différences entre le monde réel et artificiel et cette distribution de tâches, que pas tout le contrôle est localisé dans le cerveau. Et ici, très important, la dynamique physique et structure d'information. Alors, un message 1, 3 et 4 nous donne une idée de l'interaction, disons, de la manière dont le corps façonne notre manière de raisonner. Et la robotique souple, le rôle clé du matériau, c'est très important. Il n'y a plus de séparation claire entre le contrôle et ce qui est contrôlé. Et il nous faut vraiment une nouvelle conception du contrôle en termes de calcul morphologique, meilleur robot, meilleure vie. Pour en savoir plus, visitez-nous à Zurich. Il y a un centre de compétences en robotique en Suisse, comme l'a mentionné Jean-Paul au début, ou lisez le livre. C'est style science populaire, How the Body Shapes the Way We Think, comment le corps façonne la manière de penser. Traduction chinoise, si vous voulez, traduction japonaise. Et il y aura un petit livre français, La révolution de l'intelligence du corps, avec Alexandre Pitti, qui va paraître au printemps 2012. Ou bien vous assistez aux Shanghai Lectures, avec 40 universités. On a commencé en 2009, et puis ce sont les universités qui participent. Ou bien l'année prochaine, nous aurions une exposition de robots humanoïdes et cyborgs à Zurich, en juste une année d'ici. Et j'aimerais reconnaître nos collaborateurs et les funding agencies. Merci de votre attention.